citation de Jocelyne Berroy qui dit ceci. Quand on perd une langue, on perd une culture. Exister dans la culture de l'autre, c'est ne pas exister, c'est être colonisé. 61 ans d'indépendance au Bénin et 61 ans que nous parlons toujours la langue de l'ancienne puissance colonisatrice. Comment conserver nos valeurs à travers une langue dans laquelle nos réalités n'existent pas? L'auteur que nous allons découvrir à travers son livre Babingo au nom des acculturés est de nationalité bénino-congolaise. Haut fonctionnaire international à la retraite et spécialiste de la poste et de l'économie du développement. Monsieur Moussiba Oumazou rêve d'une Afrique authentique et réellement indépendante. À travers Babingo au nom des acculturés, il fait un plaidoyer pour l'intégration des langues nationales dans le système éducatif formel. Une tâche certes difficile, mais pas impossible puisque le livre apporte des approches de solutions pour réussir cette unification linguistique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule à la découverte de Babingo à travers son auteur Moussiba Oumazou. Bonjour Monsieur Mazou. Bonjour madame. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis très heureux de vous recevoir ici. Babingo au nom des acculturés. C'est l'histoire d'un jeune garçon congolais, Alex, né dans une famille où le père a formellement interdit de s'exprimer dans une langue autre que le français. Même le téké, leur langue maternelle, était interdite. Une fois en France pour la suite de ses études, il subit le premier choc que lui cause sa condition d'acculturé. C'est son incapacité à s'exprimer dans sa langue maternelle et à affirmer fièrement son identité, non pas par choix, mais plutôt par ignorance de celle-ci. Ainsi débuta le grand combat de sa vie, l'intégration des langues nationales dans le système scolaire, notamment dans les programmes scolaires. Monsieur Mazou, compte tenu de la multitude des langues nationales, ne serait-il pas difficile d'en dégager une ou deux comme langue véhiculaire acceptable? Je ne pense pas que ce soit difficile parce que on a des exemples un peu partout. Prenons l'Europe. En Europe, jusqu'à aujourd'hui, vous avez 360 langues et dialectes. Cela n'a pas empêché l'Europe d'avoir des langues maîtresses que la plupart des Européens utilisent aujourd'hui. Ce n'est pas plus tard qu'au XIXe siècle qu'un grammairien allemand a essayé de réunifier de façon formelle les langues européennes. Mais restons en Afrique. En Afrique, nous avons plein d'exemples de pays où 3 langues sont des langues nationales et officielles enseignées dans les écoles primaires. Notre pays voisin, le Nigeria. Au Nigeria, vous avez le Igbo, vous avez le Yoruba et l'Hausa, qui sont enseignés dès l'école primaire. Jusqu'à la fin des études primaires, vous êtes obligé d'apprendre une de ces langues, quel que soit l'endroit où vous êtes. Si vous êtes à Lagos, par exemple, au sud-est du Nigeria, sud-ouest du Nigeria, vous apprenez le Yoruba. Si vous êtes dans le territoire Igbo, vous apprenez le Igbo. Si vous êtes au nord, c'est le Hausa que vous apprenez. Et vous avez aujourd'hui des pays comme le Rwanda, où le Swahili est une langue qu'on enseigne à l'école. Donc nous avons plein d'exemples qui montrent que ce n'est pas difficile. Et pour preuve, les langues, même au Bénin, prenons l'exemple de notre pays ici, au Bénin, vous avez 3 ou 4 grandes familles linguistiques. Prenons l'exemple des langues Bwe. Vous avez le Gungbe, vous avez le Fongbe, vous avez le Gengbe,
Tout ça, ce sont des langues de même famille. Il suffit qu'on apprenne le fond, on connaît les deux autres langues. Donc, Oui. il n'y a pas de difficulté. C'est simplement une volonté politique qui manque. L'unification linguistique nationale ne risque-t-elle pas de susciter des frustrations auprès des groupes ethniques importants importants dont la langue ne serait pas retenue? C'est ce que j'entends chaque fois qu'on parle de cette question de langue. Oui. Vous Parce qu'il avez, y a déjà de petites frustrations entre ethnies, telle ethnie ne devrait pas épouser telle autre et tout. Donc, avec cette question d'unification nationale, on risque de créer des au contraire, problèmes. si on arrive à unifier les langues principales dans nos pays, dans notre pays en particulier, si on dit par exemple que ce sera 4 langues officielles comme 4 ou 5, ce ne sera pas plus certainement compte tenu des familles linguistiques au Bénin, ce sera au contraire un élément d'unification plutôt que de division. Il faut faire la différence entre les langues nationales et les langues maternelles. Ah, Je peux parler ma langue maternelle à la maison, on encourage, d'ailleurs on doit l'encourager, et lorsque je vais à l'école primaire, on m'enseigne une des langues officielles retenues comme langue officielle et nationale. Ce que j'allais appeler une anomalie, c'est que au Bénin, nous avons une langue officielle qui n'est pas la nôtre. Et on dit que les autres sont des langues nationales. Mais on ne l'enseigne pas. C'est une aberration. comment savoir qu'une langue maternelle peut-être peut devenir une langue nationale? Est-ce par la taille de la population qui la parle ou par son importance? Comment savoir qu'elle est plus importante? Il faut commencer par convaincre. On peut, disons, technocratiquement dire, voilà, le pourcentage de personnes, de locuteurs dans cette langue. Nous savons par exemple que le fon est une langue que beaucoup de locuteurs comprennent dans ce pays. Oui, Par exemple. surtout au sud. Au sud. Sud. Bon, on choisit le sud. Dans une autre région, Le centre, par exemple. où c'est le Yoruba, on dit Nago, mais c'est le Yoruba Oui. que les gens parlent, ce sera la langue qu'on enseigne dans cette région. Au nord, une ou deux langues qu'on enseigne. Nous avons 4 langues nationales enseignées. Comme au Nigeria, il n'y a que 3. Et vous connaissez la taille du Nigeria. On a quand même réussi À à imposer. imposer qu'on enseigne les langues nationales. Parce que si vous n'avez pas de langue, la langue est un élément de culture. Et tout homme qui n'a pas de culture est comme un arbre sans racines. Plus vous maîtrisez votre langue maternelle, plus vous pouvez accéder plus facilement aux autres langues. D'abord, pour revenir aux langues nationales, à l'apprentissage des langues nationales dans nos pays, on apprend bien que lorsqu'on comprend. Oui, ça c'est sûr. Et nous sommes les exemples, je peux vous dire, moi je suis un exemple de celui qui est allé à l'école à 7 ans et qui ne parlait pas un seul mot de français, il ne comprenait absolument rien. Alors, imaginez l'effort presque inhumain que je devais faire pour comprendre ce que le maître me disait. Oui, parce qu'à la maison, c'est une langue, à l'école, c'est une langue. Si on m'enseignait dans la langue que je maîtrise, j'apprendrais mieux. C'est certain. Donc, ce n'est pas antinomique. Que vous appreniez votre langue, ça vous permet de comprendre l'environnement dans lequel vous êtes d'abord, et de communiquer valablement avec l'autre, et d'avoir la facilité d'apprendre une autre langue facilement. Je ne suis pas contre, au contraire, il faut qu'on apprenne les autres langues, mais il faut maîtriser sa propre langue d'abord pour comprendre le monde dans lequel on est. Nombreux sont ceux qui pensent que le travail acharné suffit au développement
et que la langue n'est qu'un facteur secondaire. Qu'avez-vous à leur répondre? Le développement est d'abord humain. C'est pas seulement matériel. Donc c'est un ensemble, le développement. Et comme on l'a indiqué tout à l'heure, pour être développé, il faut maîtriser ce que je fais, et je ne le maîtrise que lorsque je maîtrise ma langue. L'exemple du paysan que j'ai donné tout à l'heure est tout à fait illustratif. Voilà des gens qui seront moins frustrés, moins abusés, s'ils maîtrisent davantage le métier qu'ils exercent parce qu'ils ont les outils pour faire la différence. Donc, le développement est un tout. Et je pense véritablement que la langue, maîtriser sa langue, c'est maîtriser son développement. Dans votre ouvrage, vous parlez de l'Islande avec tant de détails et de précisions qu'on est tenté de croire que vous y avez séjourné ou même vécu. C'est ce que moi j'ai cru en lisant votre Vous avez livre. raison de le croire parce que chacun me pose la même question, me Vous dit avez décrit est-ce les que vous êtes gares, allé les aéroports. Oui, oui. Bon, c'était une technique de recherche. Je n'ai jamais mis les pieds en Islande. Je vais y aller certainement, mais jusqu'à présent, je ne suis pas allé en Islande. Ce sont des techniques de recherche qui m'ont permis de décrire, donc je ne me suis pas trop trompé, de décrire l'Irlande comme si j'y suis allé. Et c'est un pays qui a su instaurer des lois pour imposer et conserver leur identité parce que Alex, quand il a eu son garçon, il a voulu lui donner un prénom africain. Mais en Islande, ce n'était pas possible. Il faut forcément qu'un enfant porte l'un des prénoms du pays. Les 3000 prénoms du pays. Oui, donc ça c'est un pays intéressant. Figurez-vous que ce pays a été colonisé pendant 700 ans. Wow. 700 ans par la Norvège et le Danemark. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les Islandais ont conservé leur paganisme même pour qu'ils deviennent chrétiens. Ça a été une longue négociation avec les colonisateurs de l'époque. Voilà un exemple d'un pays qui est ouvert au reste du monde parce que leur langue n'est parlée nulle part ailleurs qu'en Islande. Alors pour qu'ils soient ouverts au monde, ils parlent l'anglais parfaitement, ils parlent d'autres langues internationales. Ils sont en Europe et pourtant c'est un pays tout à fait particulier qui a conservé son identité. C'est ce que je voulais faire comprendre quand on nous dit oui, nous avons été colonisés. C'est pas une sorte de passivité dans notre manière d'être pour qu'on en soit là où on est aujourd'hui, 60 ans, 61 ans après l'indépendance. Ils ont aussi une politique d'intégration des autres parce qu'avec Babingo, ils ont quand même trouvé un terrain d'entente. Voilà. Ça montre la souplesse. Oui, ils ont trouvé le moyen d'accepter que Ils donnent quand même un prénom africain, mais avec, je pense, le suffixe du père. Parce que comme ça se fait. Alexandre, l'enfant s'appelle Alexandre, qui est devenu le patronyme de l'enfant, qui est une particularité dans ces pays, mais c'est leur manière d'être. Ils ont domestiqué les langues étrangères au lieu d'être victimes, d'avoir été acculturés. C'est eux qui ont domestiqué les langues étrangères. Par exemple, ils n'appellent pas passeport, ils disent feuille de route. C'est tout le contraire que nous faisons parce qu'on a tendance à traduire nos repas en français. Comme Télébor, on dit la pâte noire. C'est ça. Quels sont les projets éditoriaux de l'inépuisable travailleur que vous êtes? Oui, travailleur c'est gentil, mais... Est-ce que vous êtes? Je dois dire que je ne m'arrête jamais. Alors, projets éditoriaux, il y a un essai en route qui porte sur les questions de développement, de perspective, de vision sur l'Afrique. J'espère que vous pourrez le terminer. Un autre projet qui est presque réalisé maintenant, c'est la traduction vers l'anglais de Babylone.
Donc j'ai trouvé un éditeur, en l'occurrence une éditrice, qui a accepté Babingo et on l'aura maintenant en anglais à partir du 28 août, où je vais faire la présentation de cet ouvrage en anglais, à Accra. Je vais vous cacher. Ce serait super. Alors, durant de votre expérience, et sans vous faire l'affront de vous demander votre âge, je crois que je pourrais être votre petite fille. Quel conseil avez-vous à donner à la jeune génération? Je vais vous surprendre. Je vais demander à la jeune génération d'être toujours de ne pas accepter les choses telles qu'elles se passent tout de même. Il faut s'indigner, il faut que la jeunesse s'indigne, qu'elle ne fasse pas de la répétition. Qu'elle casse les côtes? Non, qu'elle ne fasse pas de la répétition et qu'elle passe son temps à faire du questionnement. Donc, suivons les bonnes cordes, mais ne suivons pas le code rouge. Voilà le conseil que je peux donner aux jeunes. Encore une fois, solidarité, pas de concurrence, pas de compétition stérile. C'est ce qu'on appelle la biennoiserie. Monsieur Mazou, si je comprends bien, vous nous conseillez de ne pas être dans la répétition, de rester solidaire, d'éviter la compétition stérile et le questionnement. Et le questionnement dans le sens de la pertinence. Il ne s'agit pas de faire du questionnement pour le questionnement. Et de tout rejeter. Et de tout rejeter. Merci de nous avoir accueillis chez vous et de nous avoir accordé ces quelques minutes d'interview. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Et à la prochaine peut-être. Oui, c'est ça. C'est la fin de cette émission. La langue est porteuse de toutes les valeurs. Sans elle, toutes les autres valeurs sont condamnées à s'écrouler irrémédiablement. Citation de Babingo dans Babingo au nom des acculturés. Un ouvrage à lire absolument si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne Focus 229. Laissez un commentaire et à bientôt. Bye bye.